Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa, la fondatrice de cette chaîne, et ici, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, schémas de pensée limitants, croyances limitantes, mal adaptatives qui freinent votre productivité d'adulte ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet vous intéresse. Vous l'avez remarqué pour l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes encore sur Instagram. La page est ouverte ici devant moi et je suis avec une Instagrammeuse américaine qui, je pense, est également docteur en psychiatrie ou en neurosciences, je ne sais pas trop dire, et qui a fait, en fait, une vidéo, un réel assez brillant pour moi, où elle met en exergue, n'est-ce pas, les caractères d'une famille dysfonctionnelle. Et vous me direz en toute légitimité, mais Marissa, pourquoi tu parles sans cesse de parentalité toxique? C'est quoi le lien entre une parentalité toxique et le fait de briller en société et de savoir mener ses projets? Mais il faut savoir que toutes les éducations ne sont pas structurantes de façon saine pour tous les enfants. Et toutes les éducations, toutes les formes d'éducation ne sont pas ce qu'on appelle optimales, en fait, pour un enfant en devenir. Parce qu'il y a des éducations qui sont sécurisantes, du coup, qui apportent les besoins essentiels dont l'enfant a besoin pour se construire de façon sereine et saine. Mais il y a d'autres types d'éducation qui, malheureusement, sont lacunaires et le but, c'est pas d'incriminer nos parents en disant oui, ils n'ont pas été ceci, ils n'ont pas été cela. Non, ils nous ont apporté ce qu'ils ont su nous offrir de bon. Mais il faut aussi avoir cette lucidité de venir refaire une lecture de sa propre éducation et savoir souligner ce qui nous a réussi ou pas. Simplement, sans animosité, sans violence, etc. Juste savoir refaire une lecture de son éducation et savoir relever dans cette éducation ce qui nous réussit et ce qui nous freine actuellement en termes de réussite personnelle. Voilà, c'était très important pour moi de revenir là-dessus et on y va. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser regarder la vidéo en entier et après, je reviendrai faire un commentaire sur les différents personnages. Du coup, on y va. La maman narcissique, la grand-mère super religieuse, le mouton noir de la famille et le papa passif. Voilà, nous avons nos personnages. Donc, je vais revenir sur le premier personnage qui est présenté et commenter avec vous, voir comment justement ce genre de dynamique en fait familiale influence en fait un enfant en construction et comment cela également influence les dynamiques interpersonnelles. Donc du coup, on a dans un premier temps l'enfant pour y gâter, la fille pour y gâter. Mais c'est quoi un enfant pour y gâter? Mais c'est simplement un enfant à qui on donne tout ce qu'il désire. En fait. Cet enfant, il suffit juste qu'il désire pour obtenir tout ce qu'il veut. Donc c'est un enfant à qui on n'a pas appris à dire non, un enfant qui ne sait pas en fait recevoir des non, un enfant qui ne sait pas écouter les besoins des autres, qui n'est concentré que sur lui-même, un enfant qui en grandissant se croit le maître de l'univers en fait. C'est un enfant qui a un ego clairement démesuré. Tous les enfants quelque part ont un ego démesuré, même nous également. Sur le spectre du narcissisme, on se situe plus ou moins quelque part. Mais les enfants qui ont été pourris gâtés ont un ego qui n'ont pas été canalisé en fait par les parents, soit par laxisme ou par défaillance d'éducation, etc. Mais la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que nous avons affaire à des adultes qui parce qu'ils pensent qu'ils veulent, qu'ils ont le droit de l'obtenir. Donc, ça peut devenir des adultes assez abusifs, des adultes qui n'écoutent qu'eux-mêmes, qui ne respectent pas les besoins et les limites d'autrui, des adultes qui n'acceptent pas les non. L'une des forces de ce trait de caractère, c'est que ce sont des personnes qui savent obtenir ce qu'elles veulent, malheureusement sous conditions de manipulation, de mensonges, etc. Mais elles ont cette force-là de savoir obtenir ce qu'elles veulent parce qu'elles ont en fait engrammé en elles depuis la toute petite enfance qu'elles ont le droit d'avoir ce qu'elles veulent. Mais la contrepartie à cela, c'est qu'elles sont très irrespectueuses très souvent et elles ont une très faible estime en fait d'elles-mêmes parce que il suffira justement qu'elles fassent à une réalité qui aille au-delà en fait de ce qu'elles conçoivent comme réalité que tout leur monde en fait s'écroulera
en fait, parce ces personnes ont du mal, en fait, à recevoir des non, et elles peuvent être très violentes, très agressives, très manipulatrices, etc. Ça, c'était pour le premier personnage. Du coup, on passe au suivant. Comme deuxième personnage, nous avons la maman narcissique. Alors, les parentalités narcissiques, les parents pervers narcissiques, c'était même l'une des premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne avec la brillante femme Psycho Brio. Psycho Brio, qui est une femme vraiment très brillante, qui n'hésite pas à aller en profondeur dans la psychologie humaine et surtout humaine africaine. Et elle met en exergue comme ça tous ces genres de dynamiques dysfonctionnelles en fait. Et elle met également en exergue le comportement de parents toxiques en fait. Et du coup, je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus davantage, mais je sais qu'il faut juste comprendre les quelques mots que je peux dire par rapport à une maman narcissique ou un papa narcissique de toutes les façons, ce sont des parents qui malheureusement ne savent pas taire leurs propres besoins de parents pour servir l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous savez, lorsque l'enfant grandit, il a besoin d'amour, il a besoin de sécurité, il a besoin d'être compris, d'être écouté, d'être protégé, n'est-ce pas, d'être encouragé. C'est ce dont l'enfant a besoin dans une certaine mesure pour vraiment grandir dans un cocon familial qui le sécurise. Alors que les parents narcissiques, malheureusement, ne savent pas très souvent offrir cela à l'enfant sans condition, en fait. C'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour vraiment jalonné de conditions. Si tu veux recevoir de l'amour, bah, tu rapportes des bonnes notes. Si tu veux recevoir de l'amour, bah, tu te tais, tu écoutes maman. Évidemment, il faut apprendre à l'enfant la discipline, il faut apprendre à l'enfant l'autorité. Mais les parents narcissiques, vraiment, c'est uniquement tourné vers eux. Tout ce qui est important, c'est comment est-ce que eux ils voient le monde, comment est-ce que eux ils décident. Et quelque part, les humains, n'est-ce pas, dans leur schéma social, que cela soit leurs enfants même ou bien leurs autres personnes dans leur schéma social en tant que personnes narcissiques, ben, ce sont quelque part juste des pions, en fait. Les personnes narcissiques considèrent les autres humains comme des pions qui sont là pour servir, n'est-ce pas, servir leur intérêt propre, leur intérêt à eux. En fait. Ils ne savent pas se mettre de côté pour écouter, pour se mettre en fait à l'écoute, pour servir autrui. C'est ça en fait plus ou moins un parent narcissique. Mais je vous mettrai un lien pour revenir sur tout ce que j'ai pu déjà produire sur cette chaîne par rapport aux parents narcissiques. Je vous mettrai également le lien vers la vidéo que j'ai faite avec Psycho Brio, que je salue et que je remercie encore. Pour le personnage suivant, nous avons la grand-mère super religieuse. Alors, la grand-mère super religieuse, ce n'est pas mauvais d'avoir une religion. Ce n'est pas mauvais d'avoir une religion. Au contraire, c'est sain de croire en quelque chose de supérieur qui peut nous driver lorsque on veut croire en quelque chose, lorsqu'on veut s'accrocher à quelque chose, ou alors lorsque simplement la vie est faite de haut et de bas et on passe par des moments de bas. En fait. C'est sain d'avoir une religion, c'est sain d'avoir des croyances qui plongent dans du côté du spirituel, mais si ces croyances-là viennent empiéter notre dynamique sociale, là ça devient problématique en fait. Être religieuse, à moins que ça soit vraiment notre vocation dans le sens où c'est notre vie, nous avons décidé de dédier entièrement notre vie à la spiritualité, donc c'est normal quelque part de ne parler que de ça, de ne vivre que de ça, mais si vous avez fait le choix comme moi de vivre en société, évidemment qu'il faut toujours une spiritualité, une religion, mais il ne faudra pas que cette religion devienne un échappatoire pour fuir en réalité une vérité, quelque chose qui nous est douloureux, que cela soit la religion, que cela soit les réseaux sociaux, tout ce qui est univers virtuel, que cela soit la nourriture, l'alcool. Vous voyez tous ces mécanismes de compensation, ces mécanismes de fuite, n'est-ce pas, que le mental met en œuvre pour refuser une réalité douloureuse, et bien ça, ce n'est pas bon. Du coup, évidemment, je ne suis pas contre la religion, je ne suis pas contre la spiritualité, mais une spiritualité qui vient empiéter et quelque part contrôler de façon abusive en fait notre dynamique sociale, là ça devient problématique. Il faut avoir ce courage-là de se demander et de se dire pourquoi en fait j'ai besoin que la spiritualité vienne happer en fait toutes mes activités, vienne happer toutes mes dynamiques sociales. Qu'est-ce que je tente de fuir? Évidemment, je le répète, si comme moi, vous n'avez pas fait le choix de vivre une vie entièrement religieuse.
Le personnage suivant, c'est le mouton noir. Le mouton noir de la famille. Très souvent, le mouton noir, on a l'impression que c'est la personne qui n'est pas désirée, c'est la personne qui n'est pas voulue, voilà. Alors qu'on soit dans une famille dysfonctionnelle, le mouton noir, c'est même lui le pivot central en fait. C'est parce que le mouton noir existe que on sait identifier justement qu'une famille est dysfonctionnelle. Et sans le mouton noir, la famille dysfonctionnelle, quelque part, n'a pas son équilibre. Parce que le but du mouton noir, justement, c'est quoi? C'est la personne de la famille qui sait pointer du doigt ce qui ne va pas. Le mouton noir, lui, n'a pas du mal à désigner du doigt ce qui ne va pas. Ce que les autres n'oseront pas dire, ce que les autres, voilà, par une espèce de voile, ne sauront pas comprendre, le mouton noir, lui, il le voit et il le dit. Donc, par définition, le mouton noir devient même, en fait, le bouc émissaire idéal pour justifier des malheurs et des dysfonctionnements de la famille qui, en fait, reposent sur d'autres caractères, d'autres personnes de la famille, mais parce que le mouton noir, justement, c'est lui qui met le trouble, donc on l'accusera, en fait. On mettra sur lui toute la responsabilité. Et lorsque le mouton noir fait justement la démarche de se retirer de la dynamique familiale dysfonctionnelle, c'est là que les masques tombent. Parce que c'est lorsque le mouton noir s'écarte, c'est lorsque le mouton noir décide de se taire, que le vrai comportement en fait jaillira, que les personnes qui étaient comme ça naïves comprendront et verront qui est réellement la vraie source du problème des dysfonctionnements de la famille. Et sans mouton noir, en fait, il n'y a pas de famille dysfonctionnelle. Voilà. Et la conséquence d'un enfant qui est mouton noir, c'est quoi? C'est un enfant qui souffre énormément de rejet, qui souffre de la peur de la critique, qui a peur de l'engagement, qui a un rapport assez conflictuel avec l'autorité, avec le fait également de prendre des risques, n'est-ce pas? Et la volonté toujours secrètement d'être accepté, en fait, d'être accepté et d'être écouté. Voilà. Le mouton noir, malgré ses airs de rebelle, etc., a envie en fait d'être accepté parce que justement, ce qui pousse le mouton noir à protester au sein de la famille dysfonctionnelle, c'est parce qu'il veut être écouté, il veut dire sa vérité et quelque part c'est un besoin en lui. Donc une personne qui a souffert en fait du rôle du mouton noir dans sa famille, c'est une personne si elle ne conscientise pas, n'est-ce pas, ce schéma qu'il y a eu dans sa famille, aura clairement des difficultés avec l'autorité, avec la violence, aura un tempérament assez désinvolte, rebelle et qui aura quelque part aussi peur de l'engagement. Voilà. Je passe au caractère suivant, au personnage suivant. Et nous avons le classique, le papa passif, le papa absent, le papa démissionnaire. Il faut savoir que un papa démissionnaire, c'est pas uniquement un papa qui est démissionnaire physiquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent physiquement. Un papa peut être présent physiquement, mais il est juste démissionnaire émotionnellement. Il ne s'occupe pas de la vie de la famille, ou alors il peut être démissionnaire financièrement, c'est-à-dire qu'il n'est pas pourvoyeur en tant que papa. Alors qu'en soit un papa, le rôle même du papa dans la construction de la structure psychique de l'enfant est très important. Pourquoi? Parce que le symbole masculin, la figure masculine, qui n'est pas forcément le papa ni le géniteur, mais juste une présence masculine, permet à l'enfant, lorsqu'il grandit, déjà de savoir construire une grosse confiance en soi, une belle estime de soi, à vous construire un rapport sain à l'autorité et à la discipline, parce que c'est le papa, n'est-ce pas, qui impose les règles de discipline, qui impose les règles, le rapport à l'autorité, et qui pousse l'enfant, comme une espèce de coach, qui pousse l'enfant à se dépasser, à se surpasser, à donner le meilleur de lui-même. Donc, un papa qui est absent, pour le cas des hommes, mais on aura des hommes qui auront des problèmes avec l'autorité, qui auront des problèmes avec l'estime d'eux-mêmes, qui ne croiront pas en eux-mêmes, qui auront aussi des rapports interpersonnels assez dysfonctionnels. Et au niveau des femmes, on a ce qu'on appelle les daddy issues, c'est-à-dire les femmes qui ont le rejet de l'homme, qui ont la peur de l'homme, qui ont de la haine vis-à-vis de l'homme, etc., qui ne savent pas faire confiance, etc. C'est tout cela, en fait, les conséquences d'un papa qui est démissionnaire. Parce que le papa, lui, son rôle le plus simple, c'est vraiment d'apporter de la sécurité, apporter de la confiance en l'enfant, permettre à l'enfant, n'est-ce pas, d'explorer le monde
en toute liberté, construire ce rapport sain, justement, à l'autorité et à la discipline. Le parent est très important dans la structure même, en fait, dans la structure de la construction de la psyché de l'enfant. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ben, j'ai vraiment pris plaisir à analyser avec vous ce réel. Voilà. Si pour vous, j'ai raté des critères, je n'ai pas mis en exergue ce que vous sembliez trouver de pertinent, mais partagez cela avec nous en commentaire. C'est avec plaisir que je lirai vos retours. Et voilà. Un niveau à la fois, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.